Excellences, mesdames, messieurs, bienvenue pour cette sixième, septième, sixième, septième, voilà, réunion de euh, cette initiative d'ailleurs, et je salue parmi nous l'ambassadrice Camille Petit, qui a été à l'origine de ces sessions de formation et d'information, de discussion aussi en français autour des questions liées au désarmement. Sixième réunion consacrée à la désinformation, à la paix et au conflit. Il nous reste deux sessions, je pense, à venir dans les semaines qui viennent, dans le cadre de ce programme que nous menons en coopération avec la représentation de la France auprès de la conférence du désarmement et l'UNIDIR. Donc, deux sessions pour un cycle qui avait été initié dans la perspective, à ce moment-là, du sommet, du 19e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, sommet qui s'est tenu au début du mois d'octobre à Villers-Cotterêts et à Paris. Euh, L'ensemble de ces sessions sont d'ailleurs disponibles à l'écoute sur le site de l'UNIDIR, et je pense que nous n'avons pas fini de voir comment les perpétuer, comment en produire la substantifique moelle pour que vous puissiez avoir accès aux très intéressantes informations qui ont été partagées dans ce cadre-là. Je remercie bien entendu l'UNIDIR qui a été cheville ouvrière avec la mission de la France et avec la mission de la francophonie pour l'organisation de cette session. Et si nous avons choisi aujourd'hui ce thème de désinformation, paix et conflit, c'est parce qu'évidemment, la prévention et la lutte contre les désordres de l'information est un sujet stratégique pour le monde entier. Il l'est pour l'OIF, en tout cas, depuis plusieurs années. Il fait l'objet d'un projet spécifique qui nous sera présenté dans quelques minutes par Monsieur Bertrand Levent, qui nous fait l'honneur d'être à Genève aujourd'hui. Il est le chef du pôle intégrité de l'information au sein de la direction des affaires politiques et de la gouvernance démocratique de l'OIF. Les désordres liés à la désinformation menacent le respect des droits de l'homme, sapent la confiance des citoyens dans les médias traditionnels, dans les institutions. Ils favorisent la polarisation, j'oserais dire le cynisme, le nihilisme peut-être aussi. Ils fragilisent la cohésion sociale et ce faisant, bien entendu, ils nuisent au processus démocratique, au fondement même de la démocratie en réduisant le pluralisme de l'information nécessaire aux citoyens pour prendre des décisions éclairées. Ils nuisent par conséquent à la stabilité même des États, à la gouvernance démocratique, à la paix. Il était essentiel pour nous d'intervenir sur ce sujet, de le traiter. De plus en plus d'initiatives sont prises au niveau international, multilatéral, pour tenter de comprendre et peut-être aussi de mobiliser les acteurs et les actions autour de cette problématique. Nous sommes évidemment heureux d'apporter notre petite contribution à ce débat. Je vous présente rapidement nos panélistes qui sont nombreux et de grande qualité. Alors, ils sont toujours de grande qualité, mais pas toujours aussi nombreux. Donc, je vais aller vite pour que leur laisser un maximum de temps d'intervention. Madame Iris Boyer, à ma droite, est responsable de l'Observatoire Forum Information et Democracy, Forum Information and Democracy, mais on peut dire Forum pour l'information et la démocratie, je suppose. Maude Morisson est la directrice adjointe du Centre pour le dialogue humanitaire. Euh,
directrice adjointe et en charge des conflits digitaux. D'ailleurs, Monsieur André Michel Essungu est spécialiste des affaires politiques également au service de l'intégrité de l'information, mais pour le département des opérations paix. Madame Sarah Grand-Clément, qui est chercheuse au sein de l'UNIDIR et au sein plus spécifiquement du programme Sécurité et Technologie, ainsi qu'au sein du programme Armes conventionnelles. Monsieur Scott Campbell, qui est un spécialiste des droits de l'homme au sein du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a plusieurs casquettes successives, mais qui aujourd'hui est en charge en particulier du lien entre le numérique et les droits humains. Madame Sharon Weinblum, qui est la déléguée générale de la Fédération Wallonie-Bruxelles au sein de la représentation permanente de la Belgique à Genève, et Monsieur Bertrand Levent, que j'ai évoqué déjà, le chef du pôle intégrité de l'information au sein de l'OIF. Alors, pour commencer, il est de bonne aloi, évidemment, de peut-être proposer une vue d'ensemble sur le phénomène de la désinformation, et y compris d'ailleurs les définitions même de la désinformation, tenter de comprendre les enjeux aussi. Vais-je passer directement la parole à Madame Iris Boyer. Pardon, je dois préciser encore que cette session est enregistrée. Il y a d'ailleurs également des personnes qui nous suivent en ligne. Par contre, le débat qui suivra la présentation de l'ensemble des intervenants ne sera pas, lui, enregistré. Vous pourrez parler en toute liberté sans que des traces numériques ne subsistent. Madame Boyer, vous avez la parole. Merci beaucoup. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Oui, c'est bon. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, si vous voulez bien partager ma présentation, s'il vous plaît. Merci. Donc, dans le passé, j'ai travaillé pour une organisation qui faisait de la recherche sur le phénomène de la désinformation. Mais à l'heure actuelle, et déjà depuis presque 2 ans, je travaille pour une organisation qui s'appelle le Forum sur l'information et la démocratie, comme il a été dit. Slide, s'il vous plaît. Et qui vise, qui est en fait une organisation qui vise à implémenter le partenariat sur l'information et la démocratie, qui est un texte soutenu par 55 États et qui vise à émettre des recommandations de politique publique et à être un espace de solutions et un hub d'information pour faire le lien justement entre l'écosystème informationnel et son impact sur la démocratie. Donc, au sein de cette organisation, je suis responsable de l'Observatoire. L'Observatoire, notre ambition, c'est d'être un petit peu l'équivalent du GIEC, mais pour l'étude de l'écosystème informationnel et son impact sur la démocratie. Donc, c'est quelque chose d'assez différent du changement climatique, mais nous nous efforçons d'essayer d'établir un état des lieux de la recherche existante. Donc, on ne fait pas de recherche fondamentale, mais on essaie vraiment d'agréger l'état de la connaissance sur les évolutions de cet espace informationnel et en quoi ça peut impacter la démocratie. Donc, on a déjà, on est en train d'achever le premier cycle de recherche. On a d'ores et déjà agrégé plus de 3000 sources, dont plus de 1600 qui seront déjà, qui seront directement citées dans le rapport qui sera à apparaître en janvier. Et ce rapport, en fait, essaie de faire un état des lieux en se focalisant sur 3 grandes thématiques: l'intelligence artificielle, la gouvernance des données et l'étude de l'évolution des médias, en prenant la désinformation comme thème vraiment transverse. Et donc notre prise de parti, entre guillemets, avec ce rapport, c'est vraiment de considérer les écosystèmes d'information plutôt comme le résultat de décisions et d'actions humaines, plutôt que comme le résultat inévitable de l'évolution technologique. Même si, on va en parler, la technologie joue bien évidemment un rôle.
Sur la prochaine slide, s'il vous plaît. Donc on le sait, la désinformation n'est pas un phénomène nouveau, elle a toujours existé et puis, elle est en général, utilisée à des fins politiques ou commerciales. On sait aussi qu'elle est une arme, particulièrement redoutable en contexte de crise économique, ou sociale. Et quand on réfléchit à l'impact potentiel de la désinformation, il est vraiment essentiel de prendre en compte ces modalités de production et de diffusion. Donc notre analyse, en fait, elle invite à traiter les dommages associés à la désinformation à la fois comme des symptômes et des amplificateurs de ces transformations sociétales complexes qui sont plus larges. On essaie de ne pas faire de déterminisme technologique, mais vraiment de considérer les deux. Euh, et donc, voilà. Donc, peut-être la prochaine slide, s'il vous plaît. Donc là, j'ai mis quelques citations. Donc, on le voit bien, la démocratie repose sur des citoyens informés. On sait aussi, il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire aux conséquences extrêmes. Si on prend des rhétoriques qui ont mené, par exemple, à des génocides, on voit bien que les moyens de communication ont été une arme très importante pour la diffusion de désinformation. Et avec les réseaux sociaux, finalement, on arrive à décupler les possibilités en termes de rapidité et de viralité de la diffusion. Mais c'est le même phénomène qui est à l'œuvre. C'est juste on change d'échelle et de rapidité. Et ce qui est important de préciser vraiment sur le rôle de la technologie, c'est que le phénomène de datafication qui permet le ciblage personnalisé de certaines populations pour certains narratifs et qui encourage la production de désinformation. Il encourage la production de désinformation puisque le modèle commercial des réseaux sociaux encourage en fait les contenus sensationnalistes qui ont un fort potentiel de viralité. Et donc ce modèle commercial récompense la diffusion de désinformation. Donc c'est vraiment cet enjeu qui doit rester au cœur de nos considérations. La prochaine slide, s'il vous plaît. Donc la désinformation, on le sait, est une arme en contexte de crise en particulier. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai juste mis quelques exemples de risques potentiels, notamment sur l'intégrité des processus électoraux, sur la paix, mais aussi sur la santé publique ou la lutte contre le changement climatique. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on sait de la désinformation finalement? Il y a énormément d'éléments de définition qui sont bien connus. Je vais pas rentrer dans le détail des définitions, mais ce dont on discute moins finalement, c'est le fait que le manque de consensus au sujet de ces définitions peut en fait avoir un impact sur l'efficacité des mesures qui sont mises en place pour la contrer. Donc, si on regarde la prochaine slide, en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a énormément, il y a une très grande diversité des définitions qui dépend vraiment des perspectives et des motivations des acteurs. Donc là, je vous ai listé les différents acteurs qui participent à définir ces termes. On voit bien qu'en fonction de leur perspective et de leur motivation, les définitions vont être très différentes. On a une récente étude, par exemple, de Marion Seigneurien, qui montre cette très grande variabilité. Et elle a recensé plus de 10 définitions de la désinformation et 10 définitions différentes de la mésinformation. En fonction, la variabilité de ces définitions, elle est notamment due à l'hétérogénéité des critères et des modalités d'évaluation de ces critères qui prennent parfois en compte la qualité du contenu, l'intention derrière ce contenu. C'est d'ailleurs ce qui différencie mésinformation et désinformation, mais également les risques et les enjeux particuliers sous-jacents et également les techniques de création et de diffusion. Est-ce que les contenus ont été altérés, modifiés, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte. Et si on regarde la prochaine slide,
Pour bien comprendre les manifestations de la désinformation, il faut surtout étudier ses objectifs, ses acteurs et les moyens qu'elle emploie. Ce que notre étude a révélé, c'est qu'on voit vraiment des tendances récentes à se concentrer sur les questions d'interférences étrangères, par exemple, qui ont été largement documentées. Mais il ne faut pas oublier que la désinformation est souvent domestique. Il faut aussi considérer des influenceurs, parfois non politiques, parfois politiques, voire même des célébrités. Et de même, les résultats de notre étude montrent que la recherche se concentre beaucoup sur l'utilisation de la désinformation, parfois par des groupuscules, par exemple d'extrême droite. Donc ça aussi, c'est documenté et c'est important. Mais parfois, on peut avoir tendance à presque amplifier les effets réels de ces narratifs-là, alors qu'on oublie de se concentrer sur la diffusion de large échelle de désinformation par des partis politiques ou par des gouvernements en place, par exemple. Euh, on note aussi, en termes de tactique, juste pour en citer quelques-uns, mais bien entendu l'utilisation, le large recours à des campagnes de harcèlement et de diffamation qui touchent de plus en plus d'ailleurs la communauté scientifique et les chercheurs et qui visent finalement à silencer cette communauté-là pour qu'elle ne travaille plus sur la désinformation, et également la désinformation au service des discours de haine. Et ce qu'il faut enfin noter, c'est que la désinformation profite, et les désinformateurs profitent très largement du manque d'interopérabilité entre les plateformes et profitent très largement des fonctionnalités différentes, des audiences différentes et des modalités d'application des politiques de modération très différentes en fonction des plateformes. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, nous, ce que notre étude a noté, c'est vraiment qu'il y a une... J'aimerais donner des réponses plus probantes que ça, mais c'est vraiment qu'il y a une très, très grande difficulté à établir un consensus scientifique. Et en fait, ce constat-là, il est vraiment le corollaire, finalement, de la variabilité des définitions en fonction des différentes perspectives et des différentes motivations. Donc, on note qu'il est vraiment impossible de fournir une mesure quantitative unique ou significative de l'ampleur de la désinformation et de la mésinformation, notamment en raison des difficultés à collecter et à analyser des données qui reflètent une diversité des expériences en ligne des utilisateurs. Et cette problématique, elle est d'autant plus probante que la très large majorité des recherches se concentrent sur l'étude dans des pays qu'on peut appeler des pays du Nord et font l'impasse sur les expériences spécifiques d'utilisateurs, notamment dans les pays de la majorité globale. Et donc, en fait, finalement, on peut avoir tendance à faire des recommandations qui vont se baser sur des études sur certaines audiences dans certains pays et qui n'ont pas vraiment lieu d'être appliquées sur d'autres audiences. Donc, à tout ça s'ajoute bien entendu le très grand défi de l'accès aux données et les implications éthiques de la recherche pour accéder aux données. Et on note finalement des résultats très très divergents sur les liens entre désinformation et polarisation, avec des membres de la communauté scientifique qui considèrent que la désinformation impacte directement et crée la polarisation, et d'autres qui considèrent que elle a seulement un effet aggravateur, mais qu'il faut surtout qu'il faut surtout se concentrer sur les facteurs structurels de la polarisation. Prochaine slide. On note aussi un manque de recul sur l'effet des réponses, avec notamment un morcellement des initiatives et une très grande difficulté à les évaluer. Donc, par exemple, entre 2016 et 2022, si on prend simplement les solutions d'ordre, enfin les solutions de gouvernance, on va dire, on a noté 91 lois mises en place ou amendées pour lutter contre les manipulations de l'information. Donc c'est quand même significatif. On note aussi une tendance des utilisateurs à surestimer leur capacité à identifier la désinformation.
Et la relation des utilisateurs aux interventions étatiques ou aux interventions des plateformes pour répondre à ce phénomène de la désinformation, elle est assez complexe. Tous les utilisateurs n'ont pas du tout la même posture et notamment vis-à-vis des questions de modération, il y a une très très grande diversité des perspectives et il n'y a pas de solution miracle. Tout le monde n'est pas d'accord avec une modération plus accrue, par exemple. Euh, le gros problème aussi, c'est que les solutions techniques pour détecter la désinformation et la mésinformation ne sont pas largement testées et elles le sont très souvent au sein même des entreprises technologiques, ce qui fait que, enfin, il y a un gros problème de transparence. Et donc, il est urgent de tester ces effets dans des conditions réelles et dans des contextes différents pour évaluer pour mieux évaluer l'efficacité des mesures contre la désinformation et la mésinformation. Donc en conclusion, juste sur ce manque de recul et cette très grande variabilité des définitions, en fait, le phénomène rend non seulement difficile, enfin le phénomène est non seulement difficile à cerner du fait de la diversité des critères de définition, et du manque de consensus sur les effets, mais aussi parce qu'on n'a pas ou très peu de recul sur les effets des contre-mesures qui en plus passent leur temps à essayer de, de jouer au jeu du chat et de la souris, vu que c'est un phénomène très évolutif. Donc, rapidement, je vais essayer d'évoquer le rôle des nouvelles technologies sur les prochaines slides, sans aller trop dans le détail. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que les mesures spécifiquement conçues pour contrer la désinformation et la mésinformation reposent sur des outils et des méthodologies basées sur l'intelligence artificielle. Mais ces derniers ne sont pas encore adaptés aux défis et à l'échelle et de la diversité des expériences sur les plateformes en ligne. Et donc, ce qu'on constate, c'est que finalement, les capacités des systèmes d'IA à combattre la désinformation et la mésinformation accusent un retard par rapport aux capacités de ces mêmes systèmes à créer ces types de contenus. Donc, on est vraiment un parallèle où les deux ne vont pas à la même vitesse. Et c'est quand même très problématique. Donc là, j'ai juste mis quelques citations qui montrent vraiment que l'IA est perçue comme menace à l'intégrité, menace importante à l'intégrité de l'information. Et sur la prochaine slide, on a notamment, enfin, on note que l'IA, même si l'IA n'a pas pour le moment eu les effets craints lors des dernières élections, son utilisation est quand même en pleine explosion. Donc, on a plusieurs organisations qui essaient de traquer notamment l'utilisation des deepfakes pendant les élections et on voit que ça devient de plus en plus généralisé. Ce qui est très problématique, c'est aussi même si là, on note que les acteurs convaincus des deepfakes ont par exemple principalement partagé des contenus entre eux, ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour tous les contextes, dans toutes les élections. Ça ne veut pas dire non plus que les entreprises du web appliqueront toujours de manière toujours cohérente les mêmes mesures, surtout dans un contexte où on voit de plus en plus des élections anticipées, par exemple. On voit bien que les entreprises du web ne seront pas forcément toujours préparées à ces grands événements et quid des moments de crise qui ne sont pas anticipés par définition. L'IA générative notamment constitue très clairement un enjeu. Et donc sur la prochaine slide, j'ai juste mis quelques exemples qui avaient été compilés par une de mes collègues pour illustrer un petit peu les utilisations de l'intelligence artificielle pour la propagation de désinformation. Donc on a notamment des deepfakes pour harceler et intimider, ce qui accroît le déclin de confiance envers les sources journalistiques, et c'est encore un autre problème. Et on a également des comportements inauthentiques dans le cadre de campagnes électorales, ce qui pose de sacrés problèmes éthiques. Donc on voit bien que ça va continuer à être un enjeu majeur dans un contexte où on ne connaît pas toujours les actions de ces plateformes pour les limiter et où ces actions se fixent très souvent sur des événements clés, mais pas forcément, comme je le disais, des événements non anticipés.
Donc et enfin, parce que je crois que je suis un peu en retard peut-être, Un tout désolée. petit peu. Désolée. Bon, bah, je vais conclure alors. Bien, merci. On va peut-être passer, plusieurs slides, si vous voulez bien avancer, peut-être sur les priorités de la recherche et c'est l'avant-dernière slide, excusez-moi. Voilà, les pistes de réflexion. Donc, je vais en citer que quelques-uns, mais bon, comme je l'ai dit peut-être tout à l'heure, enfin, j'insiste vraiment sur la nécessité d'élargir le champ d'études sur les effets de la désinformation, donc en incluant plus de plateformes étudiées et surtout en sortant du focus États-Unis et Europe. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a noté quand on a fait nos appels à contribution et quand on a agrégé nos 3000 ressources. Malgré tous nos efforts, je crois qu'on était par exemple à 20% de ressources scientifiques qui venaient des pays de la majorité globale. Donc il y a vraiment un énorme besoin de mieux prendre en compte ces régions-là. Et peut-être la dernière slide, voilà, juste des recommandations politiques. Donc au-delà de la modération des contenus, bien évidemment primordial de considérer la structuration de l'espace informationnel. Et voilà, je vous ai mis quelques rapports publiés par le Forum sur l'information et la démocratie si vous voulez en savoir plus. Je vous remercie. Merci beaucoup merci beaucoup pour cette présentation très riche. Alors oui, on est frustré, on voudrait aller plus loin encore dans le détail. Avec votre autorisation, on mettra la présentation, on rendra la présentation disponible sur le site de telle sorte que ceux d'entre vous qui souhaiteraient pouvoir prendre connaissance des ellipses puissent le faire également. Mais en tout cas, ça nous donne une excellente perspective déjà, de très bonnes bases et nous allons maintenant entrer plus en profondeur sur les implications de la désinformation, sur les conflits et la paix, là aussi en prenant différentes perspectives. Et pour commencer, la médiation de conflits grâce à l'exposé que va nous faire maintenant Madame Maud Morrison, qui est donc directrice adjointe au sein du Centre pour le dialogue humanitaire, qui a une expérience large à la fois dans le domaine de la recherche, mais aussi de manière très pratique au sein de Tech Civic, puisque j'ai vu que Madame Morrison a été active au sein d'une start-up que nous aimons beaucoup, qui est Sirène Analytics, avec laquelle l'OIF travaille. Peut-être on aura un mot à ce propos tout à l'heure. Je vous passe immédiatement la parole, Madame Morrison. Elle est en ligne. Merci beaucoup. Ah oui, il Merci à faut tous. les écouteurs, exactement, si vous voulez Ah, l'entendre. Ah voilà, alors je vous laisse me signaler quand vous m'entendez. on vous entend. C'est parfait. Ok, super, c'est bon. Donc, rebonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là, mais je suis vraiment désolée de ne pas être vraiment là avec vous à Genève. C'est toujours beaucoup plus sympa d'être dans la même salle, autour de la même table. Donc, je suis vraiment désolée, mais j'espère pouvoir vous joindre pour une prochaine discussion. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si jamais c'est pas clair, parce que vu que je suis pas dans la même salle, je compte sur vous pour m'interrompre si jamais. Donc, vous m'avez demandé de parler justement de l'impact de la désinformation sur la médiation de conflits et sur les processus de paix. Donc, avant de me lancer là-dedans, je vous présente juste très, très brièvement le Centre pour le dialogue humanitaire que vous connaissez déjà peut-être, mais qui est une organisation de médiation et de dialogue. Donc, on a comme mission de prévenir et résoudre les conflits armés par le dialogue et la médiation. Donc, une mission assez ambitieuse de nos jours. On est basé à Genève, donc on n'est vraiment pas très loin de là où vous êtes, mais moi, je suis personnellement basée à Paris. Et on travaille vraiment à travers le monde sur la diplomatie euh, traditionnelle, on peut dire. Mais moi, je suis, comme vous l'avez évoqué, donc directrice adjointe de notre division au sein d'AHT qui s'appelle la division Digital Conflict ou conflit numérique. C'est une division spécialisée et thématique au sein de l'organisation
qui a été créé pour répondre justement à la réalité que les conflits de nos jours ne sont plus que traditionnels dans le sens kinétique, mais en tous un élément technologique numérique et que en tant qu'acteurs de médiation et de paix, nous devons nous adapter à cette réalité. Donc, la division comprend 3 équipes, une équipe sur tout ce qui est cyberattaque, cyberincident, une équipe sur l'intelligence artificielle, mais plutôt au sein des militaires, et une équipe sur la désinformation et les réseaux sociaux. Donc, je vais vous parler, bien sûr de cette équipe-là. C'est aussi, l'équipe que j'ai menée pendant 4 ans avant de prendre ce rôle, actuel. Donc, la question, c'est comment est-ce que je vois l'impact de la désinformation sur la médiation de conflits? Donc, ma réponse, c'est que je vois un impact à 2 niveaux, et un impact assez important et inquiétant. Je vois un impact à la fois direct, et à la fois indirect. Je vais vous expliquer. Donc, premier niveau, je vois un impact très direct sur les processus de médiation menés par HD ou bien par d'autres acteurs. Je sais qu'on va entendre la perspective de l'ONU aussi là-dessus. On voit très clairement, et on voit ça depuis plusieurs années, que les processus de médiation et de dialogue sont souvent le cible directe de désinformation et que les processus de dialogue politique sont menacés par tout type de désordre de l'information, y compris la désinformation. Pour moi, je pense que c'est utile de faire une comparaison avec les processus électoraux ou les élections, parce que les processus de médiation sont aussi des moments fragiles, des moments de transition, qui fait que on les voit souvent le sujet de désinformation, de rumeurs. Mais la différence, c'est que alors que les processus électoraux et l'impact de la désinformation sur les élections est assez bien étudié, est assez bien accepté par le public, notamment après les élections aux États-Unis de 2016, par les chercheurs et même par les réseaux sociaux, les plateformes des réseaux sociaux eux-mêmes, l'impact sur les processus de médiation est beaucoup moins compris, recherché et on en parle beaucoup moins. Mais nous, à HT, on a beaucoup d'exemples qu'on voit. On n'est pas une organisation de recherche, donc on n'a pas fait des recherches extensives là-dessus, mais on ne peut pas ignorer les exemples qu'on voit au quotidien de notre travail. Donc, je vous donne juste quelques exemples pour alimenter la discussion. Donc, je vous parle d'un processus de dialogue politique qui a eu lieu en Libye en 2020 et 2021, ce qui s'appelait le Libya Political Dialogue Forum, où on a vu justement beaucoup d'exemples de désinformation et de désordre d'information ciblant le processus de médiation qui était à l'époque mené par l'ONU. Notamment, on a vu de l'harcèlement en ligne de la principale médiatrice. On a vu l'harcèlement en ligne des participants dans le processus de dialogue et notamment les participants féminines, donc les femmes. On a vu beaucoup de désinformation ciblant les négociations eux-mêmes, y compris un faux accord circulant sur Facebook qui semblait être un document officiel de l'ONU, mais qui n'avait rien à voir aux discussions qui avaient lieu au sein des négociations. On a vu aussi des fausses comptes créés faisant semblant d'être les participants dans le dialogue. Et tout cela a compris, bien sûr, plusieurs menaces de violence contre les individus et contre le processus et le dialogue lui-même. Un certain nombre de ce contenu venait d'une campagne, on a prouvé après avec des recherches menées par l'Université de Stanford, venait d'une campagne de fausses comptes Facebook, une campagne coordonnée qui était liée à un certain acteur. Et
ces tendances, ce n'est pas cet exemple, ce n'est pas qu'un exemple, en fait, ça illustre une tendance beaucoup plus large. On voit se répéter partout où on travaille, donc l'harcèlement de médiateurs, de participants dans les négociations, de la désinformation concernant le déroulement, le contenu des discussions, ou bien la désinformation sur la situation actuelle sur le terrain. Et tout cela, à mon avis, rend le travail de médiateur plus difficile. Plus difficile dans un contexte où le travail est déjà très difficile. Donc, pour ça, pour moi, c'est un sujet très important à évoquer. Comme on vient d'entendre, mesurer l'impact de cette désinformation sur les processus de médiation est très difficile. Mais nous avons observé plusieurs fois quelques tendances et on a quelques idées sur l'impact que ces tendances ont sur la médiation. Donc, par exemple, une manque de confiance dans le processus de dialogue qu'on voit dans le discours public et dans le discours en ligne est souvent lié à une campagne de désinformation, ou bien un manque de confiance dans les institutions qui mènent le dialogue, si c'est HD ou l'ONU ou un autre. On voit aussi très concrètement un impact assez intéressant, c'est la distraction des médiateurs qui doivent répondre à cette désinformation et qui passent beaucoup de temps pour corriger ces désinformations au lieu de se concentrer sur les négociations en cours. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu très clairement en Libye, ainsi qu'ailleurs. Et on voit aussi une réticence de s'engager parmi les participants potentiels dans des dialogues, surtout quand on voit des menaces de violence ou de harcèlement très, très sérieux en ligne. Donc, ça, c'était pour la première partie, donc l'impact direct de la désinformation sur les processus de paix. Je vous parle très brièvement de la deuxième partie. C'est pour moi un impact indirect. Donc, pour moi, c'est important de ne pas parler seulement de la désinformation comme problème ciblant les processus de médiation. C'est aussi très important dans le contexte de cette discussion de parler du fait que la désinformation, c'est un facteur clé dans le conflit de base sur lequel on travaille en tant que médiateur. C'est-à-dire que on ne doit pas que se concentrer en tant que médiateur sur la désinformation qui nous cible nous-mêmes, mais aussi se concentrer sur le rôle joué plus largement par la désinformation dans le conflit sur lequel on travaille. Donc, la désinformation a un rôle, bien sûr, dans plein d'autres aspects du conflit, notamment dans la provocation de violence, dans la polarisation de la société, dans la création d'identités qui soutiennent le conflit. Donc, pour moi, la désinformation, ce n'est pas seulement une menace spécifique pour la médiation, c'est tout simplement un aspect central des conflits de nos jours. Et cela a un impact plus indirect, mais aussi inquiétant sur la médiation et sur les processus de paix. Pour le dire peut-être plus simplement, si un processus de paix ou de médiation a comme objectif de résoudre un conflit, il faut que ce processus résoudre tous les aspects de ce conflit, y compris les parties numériques. Donc, voilà, je peux continuer et parler de comment on peut répondre à ces problématiques, à la fois directes et indirectes. J'ai plusieurs idées là-dessus, mais peut-être, je vais m'arrêter là pour l'instant et on peut poursuivre la discussion, après avoir écouté les autres. Donc, Tout à j'espère que ça a fait. été clair et je serai ravie de continuer la conversation. Merci beaucoup. C'était très clair, merci beaucoup. Et en effet, vous touchez à l'essentiel.
à savoir le fait que ces processus de désinformation, aussi peu visibles, sensibles et décelables soient-ils à première vue, sont une partie constituante des enjeux, dans ce cas-ci de la médiation des conflits, mais plus généralement des processus menant, si possible, à la paix ou créant des conflits. Merci pour ça. Nous allons poursuivre à présent sur les enjeux directement liés au maintien de la paix et nous avons un orateur de choix sur ce plan, puisque Monsieur André Michel Essungu est conseiller politique au sein de la division en charge du maintien des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Il a un profil d'autant plus intéressant qu'ancien journaliste et auteur d'ouvrages notamment sur les enjeux de justice internationale en Afrique, mais aussi le regard que peut porter l'Occident sur cette matière. Vous vous êtes frotté de près, évidemment, à ce type de préoccupation. Je vous donne bien volontiers la parole. Merci. Merci infiniment. Et je me rends compte que je n'ai pas fait parvenir une biographie de moi, mais que vous avez essentiellement de la bonne information sur moi. Essentiellement m'inquiète. Ah oui, parce que de nos jours, on peut faire un peu de tout. J'ignore si vous avez la présentation et qu'elle est prête. Et donc, je vais essayer donc en 8 minutes. Je pense qu'aux Nations Unies, ils ont l'habitude de cogner le gond. Donc, je vais essayer d'y arriver juste avant. Si vous me l'invitez, vous me faites plaisir. Alors, l'avantage de cette situation, c'est qu'on n'a pas besoin de dire grand-chose, surtout lorsque les orateurs avant ont vraiment dressé un portrait d'ensemble qui reflète en partie et en grande partie ce que les missions de maintien de la paix vivent depuis quelques années. Donc, je travaille au sein du département depuis une dizaine d'années et j'ai la chance de connaître Scott qui est de l'autre côté. Tout ce que je dirais qui sera faux, Scott corrigera parce qu'il a plus d'expérience que moi et il en sait un bout. Le maintien de la paix aujourd'hui, si on faisait un sondage dans cette salle et on vous demandait, ils sont bons ou mauvais, les soldats de la paix, souriez si vous pensez qu'ils sont mauvais. Personne ne sourit. C'est la seule salle dans le monde entier où ceci arrive. En ce moment, le maintien de la paix a l'une des pires images qu'il ait jamais eues en 76 ans d'existence. Maintenant, est-ce la faute de la désinformation seulement? Bien sûr que non. Mais est-ce que la désinformation y joue un rôle? Absolument. Nous sommes aujourd'hui les victimes d'une série de campagnes locales, régionales et internationales organisées, efficaces, et qui ont fait de nous des violeurs, des exploiteurs et des outils au service de la domination extérieure. Je vous résume là ce que, en 3 semaines de suivi quotidien des réseaux sociaux au Liban, sur la mission des Nations Unies au Liban, on a rassemblé, ce qui fait écho à ce qu'on a rassemblé en suivant de près les médias sociaux sur le Mali en 6 mois, fin 2023, ce qui fait écho à ce qu'on sait depuis 1 an, qu'on suit de près la mission des Nations Unies au Congo. Et je pourrais ne pas m'arrêter, mais les discours sont les mêmes. Je prendrai donc peut-être pour aller rapidement avec les slides, la première, et je veux juste faire 3 points. Je suis désolé de parler en partie en anglais, parce que quand je dis faire 3 points, c'est make 3 points. Je sais que c'est un... Faire 3 points, c'est... Ça se dit en français également. Alors, vive le Québec. Libre. Parce que c'est au Québec qu'on parle ainsi. Je le dis avec amour, mon épouse est québécoise. Alors, je toucherai rapidement les principales tendances qui affectent nos missions de maintien de la paix et qui font sens dans le cadre d'une discussion autour de la désinformation. Le deuxième, qui est le seul point important, sera autour des impacts, car c'est ce qui m'a été demandé d'évoquer. Et le troisième sera ce qu'on essaie de faire dans nos missions. Donc, au pas de course, 3 tendances, on passera à la prochaine, qui, en partie, doivent rester à. Il fallait dire un mot de définition. Alors, nous ne sommes pas très originaux aux Nations Unies.
en partie parce que nous ne sommes pas un centre de recherche et donc, de notre point de vue, la désinformation, on a adopté les définitions les plus simples, celles notamment que First Draft News, une organisation aux États-Unis, utilise le plus souvent. C'est la définition qui fait de la désinformation toute information diffusée dans l'intention de nuire ou de porter préjudice à quelque chose. Elle peut avoir plusieurs modalités. La différence essentielle avec la mésinformation étant que dans la première, la désinformation, il y a l'intention. Dans la deuxième, il n'y en a pas vraiment. Au milieu se situe la malinformation. Et dans le cadre des Nations Unies, au moins du département, nous mettons ensemble 4 concepts. La mésinformation, le premier, M, la désinformation, le deuxième, la mal, le troisième. J'y reviendrai peut-être. Et puis le quatrième, c'est les discours de haine auxquels nous sommes le plus souvent familiers. Et nous avons tendance à considérer, comme il a déjà été dit, que rien n'est nouveau. La désinformation, la mésinformation, tout ceci ont toujours existé autour de nous et côtoient l'information au quotidien, d'où la première image. Alors, deuxième chose donc, ou alors première que je vais aborder, c'est la question des tendances. 3 tendances principales du point de vue du département de maintien de la paix permettent de comprendre le moment dans lequel nous vivons. La première est simplement celle qui affecte tout le monde et les missions de maintien de la paix autant que tout le monde, le transfert d'une bonne partie de nos interactions et de nos conversations sur des plateformes numériques et sur les médias sociaux. Et en 20 ans, pour ceux d'entre nous qui ont plus de 20 ans, c'est certainement pas tout le monde, vous remarquerez qu'on était à peine sur les médias sociaux et là, subitement, on s'y est retrouvé. La deuxième tendance, dans les contextes de maintien de la paix, ce n'est pas nouveau, mais c'est frappant ces 10 et 20 dernières années, l'évolution des paysages politiques locaux, régionaux et géopolitiques. Partout, d'Afrique de l'Ouest, au Moyen-Orient, d'Europe au Kosovo, où nous sommes présents au Grand Lac africain, de véritables séismes politiques locaux et géopolitiques ont eu lieu. Et pour ne parler que d'Afrique de l'Ouest, par exemple, la compétition entre puissances étrangères présentes sur le sol africain n'a jamais été aussi avancée, aussi visible qu'au cours de ces 10 dernières années. Il y a eu 40 années de relative paix entre les puissants et on y reviendra. Et puis la troisième tendance, qui pour nous est vitale parce qu'au maintien de la paix, elle nous a surpris, c'est le changement d'air en matière de communication. Pour ceux qui sont familiers des missions de maintien de la paix, vous nous connaîtrez probablement par nos radios. Et nous en avons d'énormes, comme Radio Okapi avec nos amis de la Fondation Hirondelle. Ce fut, et ça reste, nos outils de communication les plus importants. Ils sont nés, on a commencé à les utiliser en 1992 et ont joué un rôle crucial. Sauf que dans cette nouvelle ère que j'évoquais, où les médias sociaux ont pris de l'ampleur, toutes nos missions de maintien de la paix se sont réveillées un peu trop tard. Ce qui m'emmène donc aux impacts de la désinformation et tels qu'on les vit en ce moment au maintien de la paix, aux 2 prochaines slides. La première chose qu'il faut signaler simplement en passant rapidement, c'est cette statistique qui vient d'une enquête d'Ipsos dans 15 pays à travers le monde, où 85% de gens à qui on a posé la question estiment que la désinformation est un problème sévère ou très sévère. Et ces pays, c'est d'Indonésie au Ghana, des États-Unis à l'Europe de l'Ouest. Ce qui nous emmène, nous, au maintien de la paix, lorsqu'on a posé la même question à nos collègues au cours des 3 prochaines années, des 3 dernières années, prochaine slide. Là, il refuse d'avancer. Alors, côté rouge, rose, c'est essentiellement les réponses obtenues au fil des années sur la gravité de cette question et comment elle les affecte. Et à chaque fois, on se retrouve entre 50 et 60% de nos collègues à travers les missions qui estiment que le problème est grave, qu'il affecte la mise en œuvre de leur mandat et qu'il affecte leur sécurité. Alors, 3 choses essentielles et qui ont rapport aux questions qui ont été posées, et c'est les 3 prochaines slides. La première, c'est sur les narratifs qu'on entend le plus. Je viens de les évoquer. Ces narratifs résument une quantité énorme de contenu recueilli par nos collègues, tant sur le terrain
depuis New York pour résumer un peu ce qu'on entend sur les missions de maintien de la paix. Et c'est fascinant parce que, après avoir fait ce travail pendant plus de 2 ans, on peut les résumer et presque les attendre. Nous sommes des violeurs, nous sommes des touristes, nous sommes des exploiteurs et nous sommes au service de tout le monde, sauf des pays où nous sommes déployés. Alors, ce qui est important dans ces narratifs, c'est qu'ils sont devenus dominants. Et ils le sont devenus parce que, prochaine slide, les techniques principales utilisées consistent en ces 3 choses. La première est la plus facile probablement et qui s'applique particulièrement aux médias sociaux, c'est l'amplification. Elle utilise des bots, elle réfère à plusieurs des tactiques qu'on voit tous les jours. Donc, une série de contenus apparaissent à propos d'une mission et ils sont repris de manière impressionnante en quelques minutes. Dans le cas du Congo, par exemple, au bout d'une année de recherche, il nous a été possible d'identifier que 62 comptes, 62, produisaient l'essentiel des discours de désinformation sur la MONUSCO. Et ces comptes avaient une capacité à répandre ce qu'ils produisaient. La deuxième technique, ou plutôt l'avantage d'une tactique, c'est de la part des acteurs de la désinformation, l'exploitation des déficits informationnels, qui réfère ici à notre incapacité, parfois aux Nations Unies, en espérant que ceci ne soit pas enregistré, à ne pas être toujours très proactif dans la mise sur la place publique de ce que nous faisons. Et ceci est devenu un sérieux problème parce que dans un pays comme le Congo, il nous a été possible de repérer il y a quelques mois qu'un des discours les plus répandus sur le mandat de la mission de maintien de la paix, c'était qu'elle était financée par les autorités congolaises. Ce qui est d'autant plus fascinant qu'il nous a semblé que c'est une information que tout le monde sait, pourtant que l'ONU, c'est financé par tous les États membres. Et puis la troisième tactique très visible, c'est l'instrumentalisation de discours existants. Alors, vous aurez entendu que dans la plupart des pays du monde qui ont été colonisés, il y a un discours anticolonial. Ce discours va persister même 300 ans plus tard. Au Québec, chez mes beaux-parents, on est très anticolonial contre les anglophones qui sont juste à côté. Ces discours existent dans toutes les communautés qui ont une certaine expérience et les acteurs de la désinformation s'avèrent très astucieux dans leur capacité de les réutiliser et de les mettre à jour quand bien même ceci n'a rien à voir. Et je vais terminer donc sur qui sont les gens, qui sont les acteurs derrière la désinformation au maintien de la paix. Pour nous, 3 catégories. Au centre, les acteurs politiques, de toutes tendances confondues, des acteurs politiques locaux, des acteurs politiques dans la région et des acteurs politiques sur le champ international. Tout à l'heure, Iris notait que dans certaines des recherches, une manière de percevoir la désinformation, c'est qu'elle est un symptôme de quelque chose. Notre expérience tend à confirmer cette perspective et elle est un symptôme souvent du combat politique et du combat militaire. Et nous sommes, nous, des missions déployées dans des contextes où la sécurité et la crise politique, la crise sécurité et la crise politique sont 2 des crises importantes. Aux côtés des acteurs politiques, nous avons 2 catégories d'acteurs. Les uns à gauche que nous appelons les entrepreneurs de la désinformation. C'est littéralement des gens ou des comptes que nous suivons et qui un jour parlent beaucoup d'un contexte et dans un mois, ils parlent d'un autre. Littéralement comme s'ils sont à la disposition du mieux payant. Et il y a un rapport là derrière avec la manière dont le marketing en ligne se fait. À droite, il y a les influenceurs politiques. Alors dans les contextes où nous agissons, ils sont en général 5 ou 10 dans chaque pays, qui sont des voix, pas forcément venues du journalisme ou alors même jamais, venues d'on ne sait pas toujours où, mais qui ont la capacité à eux seuls de mener, je devrais dire influenceurs et influenceuses, parce qu'il y a quelques dames parmi dans certains contextes, et de mener de manière régulière et constante une bataille qui nous coûte en termes de, et je vais terminer avec la prochaine slide, les 3 impacts qui pour nous sont devenus centraux. Le premier, c'est qu'il y a une sérieuse érosion de la confiance envers nos missions de maintien de la paix. Au Mali et ailleurs aussi,
les incidents où on nous jette des pierres sont devenus un peu plus courants. Il y a toujours eu un moment, et Scott qui était au Congo sait mieux que moi combien la frustration contre la situation générale peut entraîner que des casques bleus sont attaqués, mais on en a remarqué de plus en plus. La sécurité et ce qu'ils appellent le safety de nos collègues. Désormais, nous avons des cas où, à cause d'une campagne de désinformation, des collègues ont dû, en catimini, quitter des pays où ils étaient déployés. Parce qu'on raconte sur eux des choses pas très catholiques. Et puis enfin, et de loin, la chose la plus grave, de plus en plus, la mise en œuvre de nos mandats, dans certains contextes, est sérieusement entravée. Et je vais simplement terminer par l'évocation de ce que les collègues au Liban ont vécu et continuent à vivre depuis quelques jours. Il ne s'est pas passé un jour au cours des 35 derniers jours où une histoire complètement fausse, inventée de toutes pièces, mais bien amplifiée en ligne, n'est sortie accusant nos collègues d'être littéralement les gardiens du Hezbollah et que le Hezbollah était au sein de la mission. En fait, il y a même une vidéo, une photo après la mort de Nasrallah, un contenu qui a circulé en ligne disant qu'il avait sur lui une carte d'identification de la mission. Et c'est le genre de choses auxquelles on fait face littéralement partout. Je parle du Liban parce que c'est le dernier en date, mais on y a droit littéralement partout. Je m'arrête là et vraiment désolé. Non. Vous n'avez pas utilisé votre... voilà. Donc ça veut dire que c'était bien. Merci. Donc, c'était excellent, c'est précis, ça nous met là aussi tout à fait face aux réalités et peut-être que certains d'entre vous ici dans la salle étaient d'ailleurs au briefing qu'a fait Philippe Lazzarini des difficultés rencontrées sur ce front-là par UNRWA et en effet on voit là encore une fois, la matérialisation même de cette question très immatérielle et comment il convient de le prendre en compte dans l'organisation même des politiques que l'on met en place. Après la médiation des conflits, après le maintien de la paix, nous allons maintenant nous intéresser à la question du contrôle des armes et de l'impact que peut avoir la désinformation sur cette matière sensible grâce à Madame Sarah Grand-Clément, chercheure à l'UNIDIR et fidèle des sessions francophones. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut projeter la présentation. On peut déjà passer à la deuxième slide. Déjà la prochaine. Merci beaucoup. Donc, je vais parler de désordre de l'information ou d'atteinte à l'intégrité de l'information plutôt que d'utiliser le terme désinformation. Il y a plusieurs raisons, mais dans l'intérêt du temps, je ne vais pas passer trop de temps à expliquer cela, mais juste pour dire que cela permet d'élargir le champ d'examen au-delà de seulement de la désinformation qui a beaucoup de définitions différentes et comme ça, cela permet aussi, cela aussi fait sens lorsqu'on parle du contexte du contrôle des armes et du désarmement. En effet, les atteintes à l'intégrité de l'information dans le contexte du contrôle des armes ou du désarmement peut concerner plusieurs aspects. Donc, par exemple, l'exactitude des données sur les armes, sur leur cycle de vie, y compris quelles armes sont produites et par qui, et vers quels acteurs ces armes sont éventuellement transférées. Cela peut aussi concerner qui détient quel type d'arme et dans quelle mesure. Et aussi, quelles sont les capacités réelles de certaines armes, surtout dès qu'on parle de nouvelles technologies. Bon, bien sûr, la question est, mais pourquoi est-ce que cela est important et quels pourraient être les impacts de ces atteintes à l'intégrité de l'information? Donc, pour moi, il y a 4 répercussions possibles et qui sont assez importantes dans le contexte dans lequel on travaille. Premièrement, il pourrait avoir des répercussions sur la transparence des instruments de contrôle des armes. Prenons par exemple les armes conventionnelles. Les instruments de transparence tels que le registre des Nations Unies sur les armes conventionnelles, UNROCA, ou le rapport annuel des Nations Unies sur les dépenses militaires permettent de renforcer la confiance entre les États et surtout permettent d'alerter en cas d'une accumulation excessive et déséquilibrante d'armes classiques et même d'empêcher une telle accumulation.
Donc, la transparence joue vraiment un rôle important pour aider à prévenir les conflits et à renforcer la paix et la sécurité. Mais bien sûr, garantir cette transparence est déjà un défi en raison du manque de données. Donc, par exemple, en 2023, seulement 62 États ont partagé leur rapport annuel sur leur importation et exportation d'armes dans le cadre de l'UNRWA. Et cette insuffisance de données, comme l'ont déjà évoqué les intervenants précédents, crée vraiment un environnement propice au désordre de l'information. Deuxièmement, on pourrait avoir des répercussions sur les systèmes d'alerte précoce de conflit. La présence, l'accumulation ou l'utilisation d'armes peut être un indicateur de conflit ou de violence imminent. Certains systèmes d'alerte précoce et autres mécanismes de prévention des conflits peuvent s'appuyer sur ce type de données. Une indication erronée de la présence, de l'accumulation ou de l'utilisation d'armes, que ce soit un faux positif ou un faux négatif, peut donc entraver la détection de signaux faibles et compromettre une action correcte par les parties prenantes. Troisièmement, cela peut affecter la compréhension des réalités sur le terrain. Les données sur les armes et leur origine permettent d'identifier d'éventuelles violations des embargos de l'ONU ou de retracer les réseaux de détournement illicite d'armes. Donc une mauvaise information sur ces aspects peut compliquer les efforts visant à mettre fin à ces pratiques. Et finalement, cela peut impacter la confiance entre les acteurs et envers les institutions internationales, comme on l'a déjà entendu. Les atteintes à l'intégrité de l'information menacent la confiance, qui est primordiale entre les États pour maintenir la paix et la sécurité. Et les désordres de l'information peuvent aussi menacer les normes internationales, notamment celles relatives au comportement responsable des États. Donc pour illustrer ces possibles impacts qui sont souvent d'ailleurs très interconnectés, je vais partager quelques exemples réels, mais que j'ai anonymisés, de cas démontrant les liens qui peuvent exister entre les désordres de l'information et les armes. Dans un premier exemple, il y a quelques années, une fake news diffusée sur un journal en ligne a déclaré à tort que l'État A allait lancer une attaque nucléaire contre l'État B, si ce dernier apportait un soutien militaire à un autre pays. En réponse à cet article, le ministère de la Défense de l'État B a lu cet article, a cru que cet article était véridique, et en réponse à cet article, a publié un tweet mentionnant que son pays était également doté d'armes nucléaires et donc pourrait riposter avec ses propres armes nucléaires en cas de menace. Et tout cela provenait d'une fake news, et d'ailleurs, même l'article comprenait des fautes assez importantes. Néanmoins, cette situation a été diffusée lorsque l'État A confirmé que l'article était faux. Dans un deuxième exemple, des images générées par l'IA sur la base d'un conflit récent ont été découvertes circulant en ligne. Ces images montrent des tirs de missiles et des chars dans les rues, par exemple. Plus inquiétant encore, ces images générées par l'IA démontrant des scènes violentes ont par la suite été mises en vente sur la bibliothèque d'images d'Adobe et même achetées par des journaux et utilisées comme si c'était des images réelles. Troisième exemple, une instance de désinformation concernant l'origine de certaines armes conventionnelles dans un petit groupe de pays prétendait que un autre État, donc j'appelle ça l'État C, était à l'origine d'armes utilisées par des groupes terroristes et autres groupes armés non étatiques. Cela était faux, l'origine ne provenait pas de l'État C. Mais ces fausses informations ont par la suite été relayées dans un discours par un président d'un de ces groupes, d'un de ces pays, amplifiant donc encore plus ces fausses informations. Donc voilà, juste 3 petits exemples pour illustrer un peu les propos d'avant. Donc prochaine slide. Merci. Donc on voit à travers ces quelques exemples anecdotiques que non seulement on voit des désordres de l'information en lien avec les armes, mais aussi de la complexité des désordres de l'information où auteurs et victimes ne sont pas toujours clairement identifiables. Et aussi ces exemples montrent le rôle important que peuvent jouer les technologies telles que les réseaux sociaux ou encore l'IA générative, comme on a déjà aussi entendu parler par Iris Boyer, dans la création et la diffusion de ces atteintes à l'intégrité de l'information. Donc, il faut nous préparer au désordre de l'information enrichie et amplifiée par ces différentes technologies. Et pour mieux comprendre ces dynamiques, l'UNIDIR mène un nouveau projet de recherche sur l'impact des désordres de l'information dans le contexte des armes conventionnelles et la prévention des conflits.
Donc la recherche est en cours, enfin au tout début, disons, et elle a plusieurs objectifs. Je vous laisse lire, si vous parvenez à lire de cette distance, ce qui est écrit sur la diapositive. Mais néanmoins, nous cherchons à comprendre quelle est la nature et l'étendue de la désinformation sur les armes classiques, de comprendre les implications sur la prévention des conflits, et d'analyser aussi l'influence des technologies émergentes comme l'IA générative, et aussi examiner quelles sont les possibles stratégies qui peuvent être mises en place pour identifier et atténuer ce phénomène dans le contexte du désarmement et du contrôle des armes. Donc si ce sujet vous intéresse ou si vous souhaitez partager des éléments en lien avec notre étude, je serai ravie d'échanger avec vous après cet événement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sarah. Et pour ne pas perdre de temps, continuons cette fois-ci avec la question du lien entre les technologies, la désinformation plus spécifiquement, et les droits humains. Et pour cela, je me tourne vers Scott Campbell, qui est le responsable de l'équipe en charge du lien entre technologie et respect des droits humains. Cher Scott. Merci. Merci, Excellence. Bonjour, chers collègues. Un plaisir de partager cet échange d'informations avec vous. Un honneur d'inclure notre bureau, le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Quels sont les risques et les menaces que pose la désinformation pour les droits de l'homme, notamment dans les contextes de violences de conflit? Permettez-moi de commencer sur une note sobre. Nous devons être conscients d'un courant narratif fort qui considère la désinformation comme un défi urgent pour les démocraties à échelle mondiale. De nombreux États et décideurs cherchent des moyens rapides de dissuader les gens d'adopter et de se propager des croyances erronées qui mettent en danger la démocratie et peuvent inspirer des actions violentes ou dangereuses. Il ne fait aucun doute que de nombreux acteurs, y compris les États, les acteurs politiques et économiques, investissent des ressources considérables pour influencer l'opinion publique et créer des récits basés sur une large gamme d'intentions. En même temps, la désinformation s'avère, comme ma collègue Iris Boyel l'a bien dit, s'avère difficile à définir, à comprendre et à mesurer, sans parler de la traiter. Dans certains cas, elle est mise dans le même panier que les discours de haine et de l'incitation, qui sont traités très différemment en droit international. Et parce que la désinformation est aussi large, ses impacts peuvent être très différents. Par exemple, la désinformation sur le lieu de naissance d'un président aura un impact très différent de la désinformation demandant à une population civile d'évacuer vers la zone A plutôt que vers la zone B dans une situation de conflit, et ce qui peut avoir un impact immédiat sur la vie et la sécurité. Chacun de ces scénarios nécessiterait des approches très différentes. Nous devons également reconnaître que cette discussion n'est pas apolitique. En fin de compte, tout effort institutionnel visant à déclarer ce qui est vrai et ce qui est faux et à y investir implique une forme de revendication d'autorité et sera donc perçu comme politique. Si nous ne reconnaissons pas cette dimension, nous risquons d'encourager des abus de pouvoir ou de provoquer une réaction négative, ce qui creuse la méfiance. Il est significatif que les mesures visant à réglementer la désinformation et dans de nombreux cas à la criminaliser soient adoptées dans des contextes où il existe déjà un espace d'information, de pluralisme médiatique et d'indépendance des médias, ainsi qu'un espace civique globalement faible. En d'autres termes, le risque pour les droits de l'homme des mesures visant à traiter la désinformation est, dans certains cas, dans certaines situations, plus grand que le risque que pose la désinformation elle-même. Si nous voulons fonder notre discussion sur le cadre des droits de l'homme international, nous ne devons pas perdre de vue le fait que la désinformation n'est pas
une catégorie reconnue en droit international. Notre point de départ est le droit à la liberté d'expression. L'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui protège le droit à la liberté d'expression, protège l'information et les idées de toutes sortes. Le droit international des droits de l'homme ne fait pas de distinction entre l'information fiable et non fiable, ou entre l'information vraie et fausse. Comme le souligne le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la désinformation de 2022, la liberté d'expression devrait être notre point de départ pour toute approche visant à traiter la désinformation. Quel rôle la technologie joue-t-elle dans la problématique de la désinformation, et en particulier en lien avec les droits de l'homme? Les technologies numériques offrent un espace supplémentaire pour le partage d'informations avec une échelle et une rapidité sans précédent dans l'histoire. Ça, c'était bien déjà dit. Il est donc clair que les technologies numériques permettent de partager des informations à un niveau différent. De plus, les progrès dans l'intelligence artificielle facilitent la création de contenus réalistes ou des contenus faux personnalisés. Et de même, l'intelligence artificielle générative peut aussi être utilisée pour contrer la désinformation, par exemple avec des systèmes de IA supervisés par des humains qui peuvent aider à accélérer le travail de vérification des faits. En même temps, il existe une hypothèse répandue selon laquelle la désinformation est en quelque sorte un problème technologique et de nombreux efforts pour traiter la désinformation ciblent les médias sociaux et aussi d'autres plateformes en ligne. Cependant, la désinformation est chronique chez l'humanité. Elle a toujours existé et a des racines profondes dans les structures sociales, politiques et économiques complexes. Il existe souvent des incitations politiques et commerciales puissantes pour certains acteurs à s'engager dans la tromperie, à l'encourager ou à la tolérer. Et dans des situations de conflit, la question de l'impact de la désinformation est autant une question de savoir qui contrôle ou a le pouvoir sur les canaux de communication et l'infrastructure de communication, plutôt qu'une question sur le contenu lui-même. Je devrais aussi ajouter qu'il existe encore peu de recherches à ce sujet. Un certain nombre d'études suggèrent que la volonté des gens de croire à une information n'est pas principalement déterminée par le niveau de réalisme du contenu. D'autres facteurs peuvent avoir plus d'importance, comme la répétition, l'autorité perçue de l'expéditeur et l'identification au groupe. Ainsi, bien que nous devions considérer les technologies dans le contexte de l'écosystème de l'information, les plateformes et technologies ne peuvent pas être notre seul point de focus. Ces plateformes existent parallèlement à toute une gamme d'autres sources en ligne et hors ligne, structures et pouvoirs. Pour terminer, je me penchais sur la question, que peut-on faire pour renforcer les droits de l'homme face au phénomène de la désinformation? Bien qu'il soit courant de présumer une causalité entre la désinformation et le comportement ou la réduction de la confiance dans les institutions, il y a en réalité peu de recherches et de preuves pour étayer cela. Ce que nous pouvons dire cependant, c'est que des institutions solides, un espace civique et une gouvernance basée sur les droits de l'homme dans son ensemble peuvent promouvoir la résilience face à la désinformation. Le défi dans les contextes de conflit, bien sûr, c'est que tout cela est généralement gravement brisé. Aborder ces problèmes uniquement en se concentrant sur le contenu aura donc des résultats limités. Une étude récente de la Carnegie Endowment sur la désinformation souligne que bien que les plateformes et les gouvernements fassent régulièrement la une des journaux en annonçant la découverte ou la disruption d'influences étrangères ou de réseaux en ligne inauthentiques, de telles actions ont généralement des impacts limités.
En revanche, des efforts plus ambitieux et plus longs sont nécessaires, tels que des réformes structurelles à long terme, le renforcement de l'espace civique et du pluralisme médiatique, ainsi que le renforcement des institutions démocratiques. Ces efforts reçoivent moins d'attention malgré les recherches qui confirment leur potentiel. Évidemment, ça reflète un chemin très long de faire face à ce défi. Et je suis d'accord avec mes collègues, avec les commentaires, qu'il n'y a pas de bâton magie pour faire face à ce phénomène. Merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Scott. Et plus le chemin est long, plus il faut le commencer tôt. Donc, en effet, le plaidoyer pour des actions est important. Et votre intervention avait ceci de précieux dans le déroulé de notre session, que après cette percée, ce regard qui a été apporté à ces 4 domaines de médiation, de maintien de la paix, de contrôle des armes et des droits humains, nous allons maintenant nous pencher sur les politiques qui peuvent être menées, en commençant par une perspective gouvernementale. On vient d'avoir un certain nombre de suggestions déjà là, et je vais maintenant demander à Sharon Weinblum de bien vouloir prolonger cette réflexion en le voyant depuis une perspective nationale, certainement, mais aussi peut-être avec l'autre casquette de Sharon, qui est non seulement une diplomate, mais une chercheure également, une politiste, et qui aura sans doute de ce point de vue des propositions ou des réflexions stimulantes. Cher Sharon. Eh bien, merci beaucoup. Merci, chère Aurine. Excellences, mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'être présente effectivement aujourd'hui pour cette discussion mais qui tombe, je pense, à point et qui évoque beaucoup d'idées. Je pense que effectivement ma présentation complète bien ce qui vient d'être dit. Bien sûr, je vais parler d'un cas qui n'est pas un cas c'est pas une situation de conflit. Je parle d'un point de vue d'une entité fédérée qui au sein d'un État qui est la Belgique, qui est au sein de l'Union européenne, et donc ceci est très contextuel et en même temps, je pense, très transversal et concerne en fait toutes les problématiques qui ont été évoquées jusqu'à présent. Je ne vais pas revenir vraiment sur les dangers de la désinformation, puisque ça a été évoqué en long et en large, mais justement pour insister sur le fait que quel que soit le contexte, la désinformation peut avoir des impacts très graves et réels. Et donc, dans nos sociétés européennes, bien sûr, je pense récemment à la question des campagnes de vaccination lors de la pandémie de la Covid, des processus électoraux, des attitudes face aux immigrants ou aux minorités. Donc la désinformation, quel que soit le contexte, va avoir des effets déstabilisateurs sur nos sociétés, sur le vivre ensemble. Donc ici, pour répondre à la question de comment on peut intervenir face à ça, du point de vue donc, de l'entité fédérée qui est la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui regroupe 5 millions de francophones de Belgique, et qui est en charge notamment de l'éducation et de l'audiovisuel et des médias. Je vais me focaliser sur 3 points en particulier. En partant justement de là où Scott Campbell est arrivé, qui est plus la question du soutien aux médias, de l'éducation aux médias, et enfin sur la question de la désinformation en ligne. Donc, si on parle de la lutte contre la désinformation, il est évident, et ça a été mis en lumière dans différents rapports du Haut-Commissariat des droits de l'homme notamment, qu'il est nécessaire et indispensable de soutenir des médias de qualité, des médias indépendants, des principes qui ont d'ailleurs été ancrés dans le règlement européen sur la liberté des médias qui vient d'être adopté sous présidence belge de l'Union européenne. Et en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est assez évident que c'est quelque chose qu'on soutient depuis de longues années, que ce soit par le soutien aux écoles de journalisme, pour que les journalistes eux-mêmes soient formés à des technologies de pointe et puissent eux-mêmes avoir conscience des effets de la désinformation et puissent avoir des méthodologies de travail de qualité.
Ça passe par le soutien à la presse écrite, bien sûr, par le soutien aux médias publics, dont TV5 Monde, qui est la chaîne de la francophonie. Ça passe par un soutien à un journalisme d'investigation, et donc la Fédération Wallonie-Bruxelles a par exemple des financements spécifiques pour que les journalistes puissent mener des études et des enquêtes de terrain, des grands reportages, des investigations. J'ajouterais ici que soutenir un journalisme de qualité, c'est soutenir un journalisme qui est aussi en mutation constante en raison des changements sociétaux et des habitudes de consommation de l'information. Et donc, pour l'information, en Belgique en général, donc 58% des jeunes aujourd'hui, du primaire et du secondaire, ont comme source d'information quotidienne les réseaux sociaux. Et au niveau du format, 78% d'entre eux indiquent que ce sont les vidéos qui sont leur source première d'information et les textes en ligne, seulement 14%. Donc évidemment, les journalistes et le journalisme en général doivent se renouveler et on le voit que ça a un impact direct sur la façon dont les journalistes sont formés, dont ils travaillent, et différents médias belges s'emparent de cela en concevant justement des vidéos informatives, ludiques à destination des jeunes qui sont mises en ligne sur les réseaux sociaux notamment. Si on parle d'éducation, de médias de qualité, il faut évidemment aussi parler d'éducation aux médias de qualité. Et là encore, pour reprendre les termes de la rapporteure spéciale sur la promotion et la protection des droits à la liberté d'opinion et d'expression dans ce rapport de 2021, l'éducation aux médias et au numérique renforce l'autonomie des personnes et leur résilience face à la désinformation et à la mésinformation. Et c'est quelque chose qui est un travail du quotidien et sur lequel la Belgique a quand même également beaucoup travaillé, la Belgique francophone en particulier. Nous avons, dans le contexte d'élections, par exemple, des grandes campagnes de sensibilisation à la désinformation. Et depuis 2008, en Belgique francophone, un Conseil supérieur de l'éducation aux médias, dont le rôle est précisément de promouvoir une formation, une sensibilisation, une éducation aux médias, pour décrypter les stéréotypes qui sont véhiculés par les médias, pour éduquer aux nouvelles technologies et pour identifier justement les phénomènes de désinformation. Et ça inclut différents acteurs, ça inclut les médias eux-mêmes, mais également le secteur de l'éducation. Et donc, il est intéressant ici de souligner qu'il y a des kits, des fiches et des activités qui sont à disposition, qui sont mises à disposition en ligne et qui sont à disposition des enseignants et que c'est mis en place, que ces fiches sont utilisées dès le maternel, en primaire et en secondaire. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de s'attaquer à la question de la sensibilisation, de l'éducation aux médias, d'avoir un esprit critique citoyen dès le plus jeune âge. On ne peut pas attendre que les enfants soient des adolescents et qu'ils sur les réseaux sociaux, donc on commence très très tôt. Dans cet esprit également, donc depuis l'an dernier, nous avons une semaine de l'éducation aux médias en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui précisément cette année avait comme thématique la désinformation, l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux. Donc finalement, pour en venir justement à la question de la désinformation en ligne, qui est aujourd'hui forcément par les habitudes de consommation de l'information extrêmement importante. Donc je voudrais citer quelques mesures qui sont prises pour débusquer les fausses nouvelles. Et donc ici, il est important de souligner à nouveau que pour pouvoir avoir un vrai moteur de lutte contre la désinformation, il faut pouvoir soutenir ceux qui ont les outils pour débusquer les fausses nouvelles. Et donc ici, grâce au soutien de l'Union européenne, je citerai par exemple un consortium auquel notre chaîne publique, la RTBF, participe, consortium belgo-luxembourgeois, dont le but et l'initiative est vraiment de détecter, analyser et mettre au jour des campagnes de désinformation nocives, en particulier en Belgique, au Luxembourg et en Union européenne. Je citerai également le soutien aux chercheurs, effectivement, qui ont des outils quand même pour pouvoir détecter différentes facettes de la désinformation. Ici, en particulier, je pourrais citer un chercheur de l'Université de Mons qui a lancé un consortium européen soutenu par l'Union européenne et qui vise ici à analyser différents posts, enfin les posts sur les réseaux sociaux dans le contexte de la guerre en Ukraine et de la lutte contre les changements climatiques. Et donc, avec ce consortium de chercheurs, ils analysent des milliers de posts. Ils essayent de voir comment ces posts sont liés entre eux, si certains posts sont reliés à des posts qui ont déjà été identifiés comme des informations. Et ils analysent par ailleurs si les images, les vidéos qui sont
qui sont circulés par ces postes sont trafiqués. Et donc l'idée, c'est d'avoir ensuite une cote de désinformation, une note de désinformation pour différents postes et réseaux. Donc ça sont des initiatives importantes, nécessaires qu'il faut soutenir en soutenant la recherche précisément et en soutenant les différents consortiums et plateformes de chercheurs qui veulent lutter contre la désinformation. Enfin, je ne peux pas ne pas citer, en tant que pays membre de l'Union européenne, donc le nouveau règlement européen sur les services numériques qui est un pas en avant pour non pas censurer, effectivement, il n'y a pas l'idée du tout d'aller dire ce qui est faux, ce qui n'est pas et ce qui est vrai, mais pour exiger des plateformes et des réseaux sociaux qu'elles luttent contre les contenus illicites en garantissant des possibilités pour les utilisateurs de pouvoir mentionner lorsqu'un contenu enfreint, incite à la haine ou enfreint, voilà, se fait circuler des contenus illicites. Et qui aussi demande aux plateformes de garantir une protection en ligne des mineurs en mettant fin notamment au phénomène de ce qu'on appelle terrier à lapin, en enfermant les jeunes dans des microcosmes d'information. Dernier volet important au niveau européen, c'est évidemment la nouvelle loi européenne sur l'IA qui impose également à ce que lorsqu'une image est manipulée ou générée par l'IA, ce soit indiqué dans le réseau social ou peu importe, que ce soit indiqué très clairement pour l'utilisateur. Donc en conclusion, donc les risques sont énormes. Les citoyens seuls ne peuvent pas faire face à la désinformation, ne peuvent pas trier par eux-mêmes ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est très compliqué, très complexe. Et effectivement, une approche multifacette, qu'elle passe par la régulation régionale, nationale ou multinationale est fondamentale, mais il faut également compléter ça en effet par des approches de conscientisation et d'éducation et qui impliquent également toutes sortes d'acteurs et de parties prenantes. Je vous remercie. Mille merci, chère Sharon, pour cette présentation concise et précise. Dernier volet, dernière intervention avant les remarques conclusives que voudra bien nous apporter Madame l'ambassadrice Petit. Je cède la parole à un autre Belge francophone, et je n'y suis pour rien, à savoir mon collègue et ami Bertrand Levent, de la direction des affaires politiques et de la gouvernance démocratique de l'OIF, et plus précisément Bertrand en charge donc de ces enjeux au sein du pôle intégrité de l'information qu'il dirige à l'OIF pour une approche comparée cette fois-ci des politiques de lutte contre la désinformation au sein de l'espace francophone. Cher Bertrand, tu as la parole pour un maximum de... Merci, monsieur le représentant, cher Henri. Effectivement, je vais vous évoquer un travail qu'on mène depuis plusieurs années maintenant en matière de recensement et d'analyse des politiques publiques de lutte contre la désinformation dans l'espace francophone. Mais avant de vous partager quelques réflexions et observations sur ces politiques publiques, je voudrais tout d'abord rappeler, comme l'a fait le représentant, que ce projet de lutte contre la désinformation existe depuis maintenant 4 ans et qu'il est pleinement inscrit dans la programmation quadriennale de notre organisation depuis la conférence ministérielle de Yaoundé en novembre 2023, depuis 1 an maintenant. Ce projet repose sur deux axes fondamentaux d'intervention. D'une part, l'accompagnement des politiques publiques nationales et internationales, et d'autre part, le soutien à la société civile dans son rôle en matière de lutte contre la désinformation sur 3 volets essentiels. D'une part, évidemment, les médias et les initiatives de vérification de faits. D'autre part, l'éducation aux médias et à l'information. Et enfin, la recherche, le soutien à la recherche francophone. Ça a été évoqué notamment dans la présentation d'Iris. Il y a un déficit de connaissances, notamment en français, évidemment, sur la désinformation. Et donc, nous souhaitons encourager le partage et la production de ces connaissances. 2 exemples d'initiatives majeures qu'on a soutenues. D'une part, des jumelages francophones entre initiatives de lutte contre la désinformation qui associent des initiatives et des projets dans différents États et gouvernements membres de la francophonie. Je prendrai un exemple qui illustre et qui est assez significatif, un jumelage qui a été réalisé entre deux organismes français et libanais.
avec Siren Analytics, qui a été évoqué par le représentant, qui a mis en place un projet de lutte contre la désinformation assistée par l'intelligence artificielle visant le droit international humanitaire. Dans le contexte du Moyen-Orient, on comprend toute l'utilité que ça peut avoir. Autre chose, la mise en place de la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation que vous pouvez consulter en ligne, odile.org, qui permet de valoriser et de s'informer sur les différentes initiatives de lutte contre la désinformation dans les 93, je pense, États et gouvernements membres de la francophonie depuis le 5 octobre, les 93 États et gouvernements membres de la francophonie. Voilà, je voulais vous partager ça. Et puis, depuis le sommet, effectivement, de Villers-Cotterêts qui s'est tenu les 3 et les 4 et 5 octobre dernier, l'enjeu de la désinformation a été particulièrement souligné par les chefs d'État et de gouvernement. Tout d'abord, dans la déclaration qui est issue du sommet, puisqu'ils ont souligné la détermination des États et gouvernements francophones à préserver un espace informationnel fiable, libre et sûr, notamment en apportant leur plein soutien au partenariat pour l'information et la démocratie, représenté ici avec Iris. Ça a été souligné également dans la résolution sur les situations de crise, de sortie de crise et de consolidation de la paix dans l'espace francophone, dans lesquels les chefs d'État s'alarment de la propagation des désordres de l'information et son impact sur la paix et la stabilité dans l'espace francophone, tout en condamnant aussi les discours de haine, fausses informations et propagande à l'encontre des opérations de paix. On l'a évoqué lors de la présentation d'André Michel. Et puis enfin, l'adoption d'un appel à l'initiative de la France, l'appel de Villers-Cotterêts aux plateformes numériques pour un espace numérique intègre et de confiance dans l'espace francophone dans lequel les chefs d'État encouragent les plateformes numériques à prendre des mesures sur plusieurs aspects, notamment une plus grande transparence, notamment dans l'accès aux données pour les chercheurs, une plus grande responsabilité en matière de modération des contenus, en favorisant un dialogue avec les autorités nationales de l'espace francophone à travers des points de contact nationaux, une meilleure évaluation évidemment des risques liés à la propagation des discours de haine, des manipulations de l'information et des ingérences étrangères, notamment en période électorale ou de crises comme les conflits armés. On en a beaucoup parlé. Une meilleure contribution à la diversité culturelle et linguistique, je le mentionne parce que c'est un enjeu évidemment très cher à la francophonie. Et enfin, une plus grande inclusion numérique par le renforcement de la littératie numérique de l'éducation aux médias et à l'information. Je voulais vous présenter ce contexte pour que vous puissiez comprendre en quoi s'inscrit ce projet et les évolutions récentes de nos États dans leur positionnement sur l'enjeu de la lutte contre la désinformation. Alors, qu'en est-il des politiques publiques de lutte contre la désinformation dans l'espace francophone? Il s'agit ici d'un deuxième état des lieux qui a été réalisé en 2024, qui sera publié dans les semaines qui viennent. Un premier avait été réalisé en 2021 et publié en 2022 avec un recensement qui est disponible sur la plateforme Odile que j'ai mentionné plus tôt, où vous pouvez vous renseigner sur les différentes politiques publiques développées par les États et gouvernements membres de la francophonie, qui doit être mis à jour, évidemment. Des constats généraux qui ont été relevés par ce deuxième état des lieux, donc je vous partage ici un peu la primeur. C'est d'abord une intensification assez généralisée, une diversification des activités de lutte contre la désinformation dans tous les États membres de la francophonie à travers l'adoption de lois, ça a été mentionné par Iris, et puis l'implication grandissante de la société civile. La multiplication des atteintes à l'ordre public ou des contestations dont la désinformation est à l'origine, notamment lors d'élections. L'OIF accompagne et est sollicité pour déployer des missions électorales dans ses États membres, et il n'y a pas une mission électorale qui ne relève pas l'impact de la désinformation sur les processus électoraux. Relever aussi des écarts entre les initiatives qui sont prises par les États et les moyens qui sont mis à disposition. On a évoqué le règlement des services numériques qui a été adopté au niveau de l'Union européenne et qui s'applique dans ces différents États membres, dont certains sont membres de la francophonie. Mais voilà, il y a des initiatives qui avancent et d'autres qui mettent du temps à être définies avec une logique de moyens qui sont parfois manquants.
Et puis quand même une interrogation qui émerge et qui subsiste parfois sur la proportionnalité de certaines mesures de lutte contre la désinformation en ligne au regard des standards internationaux des droits de l'homme. Ça a été évoqué par les précédents intervenants. Je voudrais pas aller assez vite pour vous partager les différentes approches qui ont été relevées par les auteurs de cette deuxième édition d'état des lieux comparatifs, pour vous présenter les différentes approches qui ont été identifiées. Il y a d'abord une approche évidemment répressive qui est là, qui existe depuis longtemps, où la désinformation est prise sous l'angle de la diffamation, de la calomnie, de l'injure, ou de la lutte contre les discours de haine. Évidemment, on voit tout de suite les limites que ça peut avoir en termes de protection des droits de l'homme et de la liberté d'expression, avec aussi, et ça a été souligné, les enjeux de définition de la désinformation et la logique en droit international qui fait que la désinformation n'a pas d'existence, ça a été souligné précédemment. Il y a évidemment l'approche par la régulation. Il y a des autorités de régulation des médias qui existent dans plusieurs pays de l'espace francophone, qui ont des compétences différentes, mais qui ont cette mission de garantir l'intégrité et le pluralisme de l'information avec différents aspects qui sont dans leur pouvoir. Une approche préventive, je ne reviens pas beaucoup plus là-dessus, c'est évidemment le soutien à l'éducation aux médias, à l'information, à la sensibilisation des populations. Ça a été évoqué par la déléguée. L'approche structurelle également, les États apportent un soutien aux médias, notamment de services publics. Ça a été démontré que les États ou les médias de services publics étaient soutenus dans leur indépendance et dans leur financement, étaient plus résilients à la désinformation. Il y a des études qui l'ont démontré. Il y a des initiatives internationales qui existent, qui sont très intéressantes aussi, que l'OIF soutient d'ailleurs. Mentionner l'initiative pour le journalisme, pour la confiance dans le journalisme, la Journalism Trust Initiative développée par Reporters sans frontières, ou l'initiative pour les médias d'intérêt public. Et puis il y a quelques approches nouvelles sur lesquelles et puis je terminerai là-dessus. Il y a évidemment cette approche plus systémique pour la réduction des risques, et c'est toute la logique développée par le règlement sur les services numériques de l'Union européenne, qui part du constat que les lois répressives ne permettent pas d'atteindre l'objectif de limiter la désinformation, et qu'elle est parfois contre-productive en termes de protection des droits de l'homme et de la liberté d'expression, et qui s'articule autour des moyens et non des résultats à atteindre. Ça a évidemment des limites, notamment sur la définition de ce qui est un risque dans cette approche. Et puis il y a des approches stratégiques qui émergent dans beaucoup d'États et gouvernements membres de la francophonie, qui sont plus nouvelles depuis l'édition précédente publiée en 2022. C'est des approches que je qualifierais de stratégiques, où on voit l'émergence de beaucoup de mécanismes de coordination, de stratégies, de centres qui sont dédiés à identifier, à lutter contre la désinformation, et notamment sur les ingérences étrangères. Il y a des exemples en France, notamment au Canada, mais aussi dans d'autres États membres de la francophonie, comme l'Arménie ou la Moldavie, où des stratégies ont été adoptées destinées à coordonner les efforts au niveau national pour lutter contre la désinformation. Voilà, je ne voudrais pas être trop long, et donc j'avais quelques points forts et faiblesses à partager, mais on y reviendra peut-être dans les échanges. Je vous remercie. Mille merci, cher Bertrand. En effet, c'est très frustrant, hein, parce qu'on est sur un sujet passionnant, et on voit que les progrès et la recherche sont en train de se faire. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Peut-être on pourra encore conserver, pour ceux qui ont le temps, 10 minutes après la conclusion, pour échanger avec les orateurs. On va en tout cas tout faire pour qu'un maximum d'informations soient disponibles en ligne très rapidement, et que vous disposiez des références qui vous permettent de creuser le sujet. Avant de passer la parole à Madame l'ambassadrice Petit, je voudrais bien attirer votre attention sur les questionnaires
de satisfaction, d'évaluation qui vous ont été distribués, qui sont sur les tables. C'est très important pour la poursuite de nos activités que nous puissions disposer également de vos réponses et par conséquent que nous puissions constituer les indicateurs qui sont souvent nécessaires pour obtenir les financements. Ceci étant dit, et en quittant cet aspect prosaïque, je donnerai volontiers la parole à Madame l'ambassadrice de la France auprès de la conférence du désarmement, chère Camille, qui, comme à l'accoutumée, va nous livrer ses propos conclusifs. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, et merci à tous. Je serai très brève parce que ce panel a été particulièrement riche. Il a permis de nous faire un tour d'horizon à la fois sur les menaces, et je passerai sur les définitions, sur les impacts, l'impact sur la médiation des conflits, sur les opérations de paix, sur le contrôle des armes, sur les droits de l'homme, et enfin, troisième volet, sur les politiques au niveau régional, national, européen, et également en politique comparée avec un accès un angle spécifique sur l'espace, bien entendu, francophone. Donc, pour mes propos conclusifs brefs, je voudrais axer mon intervention sur 3 points. Tout d'abord, les impacts de la désinformation, et je passe sur les questions de définition, mais sur l'impact sur la paix et la sécurité internationale. Donner peut-être un exemple un tout petit peu plus précis sur la réponse de la France, et puis enfin sur l'intégration progressive de cette préoccupation au niveau multilatéral et en particulier dans les enceintes de désarmement. Tout d'abord, on a bien vu que la désinformation, lorsqu'elle atteint un certain seuil ou qu'elle émane d'un certain type d'acteurs, c'est un phénomène qui est porteur de profonde déstabilisation pour la paix et la sécurité internationale. La désinformation s'inscrit, comme nous l'avons vu, dans des logiques conflictuelles au départ, entre États, et elle s'est imposée comme une arme de guerre dans les conflits internationaux. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il a été considérablement amplifié par l'essor du numérique et des nouvelles technologies qui permettent une diffusion massive d'informations sur des supports personnalisés. Donc on parle aujourd'hui de guerre hybride qui allie guerre conventionnelle et guerre de l'information. Donc les impacts sur la paix et la sécurité internationale, on peut les caractériser en plusieurs axes. Nous l'avons vu sur les institutions démocratiques, puisqu'ils servent à créer des doutes, des tensions dans nos sociétés, et donc, in fine, à épuiser et à biaiser le débat démocratique. Ce risque est amplifié par l'intelligence artificielle générative, qui permet de créer très rapidement des contenus qui sont plausibles et ciblés. Donc sur les institutions démocratiques, sur l'escalade des conflits également, puisque la désinformation alimente les tensions entre États ou acteurs non étatiques. Des informations fausses ou manipulées peuvent intensifier les différends territoriaux, économiques ou idéologiques et génèrent donc d'importants risques d'escalade incontrôlée. Et enfin, sur les populations civiles, parce que la désinformation accroît l'exposition des populations à différents risques et vulnérabilités dans le cas, par exemple, d'une diffusion d'informations intentionnellement trompeuses sur des ressources ou des services vitaux. Et dans ce cas-là, la désinformation peut réduire aussi la capacité des organisations humanitaires à opérer dans certaines zones. Alors, juste un exemple de réponse pour compléter sur la France, parce que la réponse européenne a été très développée. Juste pour dire que la réponse française aux ingérences numériques étrangères implique donc un ensemble d'acteurs étatiques qui coordonnent étroitement leurs efforts. Et la particularité de la France est de s'être dotée d'une agence spécialisée dans l'investigation en ligne, donc Viginum, et aussi d'une équipe dédiée au ministère des Affaires étrangères et au ministère des Armées. Et tout ce dispositif est complété aussi au niveau de l'Union européenne avec une
une prise en compte de la lutte contre les ingérences étrangères et contre les manipulations de l'information, avec le développement d'une boîte à outils pour lutter contre ces menaces hybrides. Je n'en dirai pas plus pour être brève. Et enfin, donc, dernier point, comment ces différents éléments sont-ils pris en compte au niveau multilatéral, en particulier dans les enceintes de désarmement? Alors, depuis 1998, l'Assemblée générale des Nations unies s'est déclarée, je cite, préoccupée par le fait que la téléinformatique risque d'être utilisée à des fins incompatibles avec le maintien de la stabilité et de la sécurité internationale et de nuire à la sécurité des États. Donc, ce n'est pas un sujet nouveau. Il y a eu de nombreux groupes de travail, 6 groupes d'experts gouvernementaux, 2 groupes de travail à composition non limitée, qui ont tous été mandatés par la première commission de l'Assemblée générale et qui ont permis d'élaborer un cadre normatif de comportement responsable. Donc ce cadre, d'abord, il reconnaît l'applicabilité du droit international et ensuite il a permis d'élaborer 11 normes non contraignantes de comportement étatique responsable. Donc ce cadre normatif, eh bien, la discussion se poursuit au sein de l'actuel groupe de travail sur les questions de cybersécurité sous l'angle des menaces existantes et potentielles. Donc, on a un rapport de progrès qui note que les États ont constaté une augmentation inquiétante de l'utilisation malveillante par les États de campagnes d'information basées sur les technologies de l'information et de la communication pour influencer les processus, les systèmes et la stabilité globale d'un autre État. Donc, pour être bref, maintenant, on a un cadre normatif qui peut évoluer, mais ce qui compte, c'est qu'il soit mis en œuvre. Et donc, pour aider à la mise en œuvre de ce cadre normatif, la France, avec de nombreux autres partenaires, a proposé l'établissement d'un programme d'action sur la cybersécurité qui doit être établi pas plus tard qu'en 2026 et qui aura précisément pour objet de renforcer les capacités des États pour faire face aux différentes menaces et donc soutenir leurs efforts dans la préservation de la stabilité internationale. Merci beaucoup. Merci, Madame l'ambassadrice. Alors malheureusement, une autre réunion va se dérouler dans cette salle et nous ne pourrons pas entrer dans les discussions que j'espérais pouvoir aménager suite à toutes ces interventions. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Nous allons vraiment faire en sorte, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, que tout le matériau soit disponible. Si vous avez des questions, soit ici dans la salle, soit pour les centaines de milliers de personnes qui nous ont suivis en ligne, je peux faire aussi un peu de désinformation. Non, mais nous avions 40 personnes en ligne, ce qui est vraiment bien pour ce type de réunion. N'hésitez pas à transmettre vos questions sur la plateforme. Nous les relayerons auprès des personnes, des intervenants auxquels vous souhaitez les poser et nous acheminerons les réponses et nous rendrons tout ça public d'une manière ou d'une autre. Nous allons réfléchir à la meilleure manière de procéder. Puisque je fais des promesses inconsidérées, en voici une deuxième qui est que l'année prochaine, comme vous le savez, nous aurons tous un calendrier très chargé, très intéressant sur le plan de la gouvernance du numérique et de l'intelligence artificielle, avec notamment une session du SMSI, les réunions suivies du sommet mondial sur la société de l'information, qui en sera à sa 20e édition, la 20e réunion de suivi et qui doit remettre dans ce cadre des conclusions à l'Assemblée générale des Nations unies. Ça se fera en parallèle avec l'événement AI for Good organisé par l'Union internationale des télécommunications. Nous tiendrons dans ce cadre au moins une journée francophone et nous organiserons une session sur la désinformation et l'intelligence artificielle qui permettra d'approfondir et de compléter ces enjeux. Merci à nos chers partenaires de l'UNIDIR et de la
mission permanente de la France auprès de la conférence du désarmement. Excellente soirée à toutes et tous.